Alors, merci à tous d'être présents. Je prends place pour effectuer cette conférence. Déjà, je tiens à remercier Baptiste, je tiens à remercier à l'ensemble de l'assaut Giustoria Novantazete. C'est un honneur de pouvoir faire cette conférence ici parce que c'est vrai que c'est un concept, ces petites conférences rencontres à l'Orient et qu'on avait lancé avec Joanne, avec Théo, avec Loïc qui va arriver ensuite. Quand on avait repris l'assaut il y a 3 ans et de se retrouver à la place du conférencier maintenant, c'est vrai que ça fait quelque chose de spécial. Est-ce que tout le monde entend bien? Je vais parler de vive voix, je pense que tout le monde va entendre. Parfait. Si on m'entend jusqu'au comptoir, alors ça va. Donc, comme l'a présenté Baptiste, ma thèse, elle est inscrite en 73e section, donc en culture et langue régionale, et c'est une thèse qui porte principalement en littérature, sociologie de la littérature et en littérature. Mais à l'occasion donc, pour présenter en quelques mots ma thèse, elle porte sur le gouverneur Ignace Colombagne, donc, qui est un gouverneur de la France d'outre-mer et écrivain corse du XXe siècle, qui a participé justement à ce moment du Mantenimento, et c'est pourquoi c'est une des parties importantes de ma thèse. Une partie qui s'inscrit en histoire culturelle. Et c'est là l'intérêt qui m'a poussé à faire cette conférence sur ce sujet-là, puisque c'est ce qui correspondait le mieux justement à l'intérêt de Storia Novantazete et de pouvoir s'inscrire dans les jalons de l'histoire contemporaine. Alors, mon objectif ici, ce sera de faire une présentation euh, la plus synthétique possible, bien qu'elle sera quand même un peu longue, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette période-là, avec le fruit de mes travaux sur cette première année de thèse et la première moitié donc, de cette deuxième année de recherche. Voilà, de reprendre aussi, donc c'est une thématique que j'avais déjà abordée, j'avais fait une conférence là-dessus à Bigou l'année dernière, mais beaucoup de choses qui ont été enrichies dessus depuis, puisque évidemment il y a eu beaucoup de travail encore dessus. Alors, pour commencer sur ce mouvement culturel du Mantenimento, tout d'abord, il convient de le situer dans le temps. Donc, on se situe au milieu du XXe siècle. On a, alors, les dates peuvent diverger. Moi, j'ai choisi les dates entre 1955 et 1972. Je vais les expliquer ensuite. Donc, on est au milieu dans le troisième quart, dirons-nous, du XXe siècle. Mantenimento, dans le nom de Mantenimento, on entend mantan, et le verbe mantan en corse, maintenir. Donc, c'est issu du maintien. Pourquoi ce nom de mantenimento? C'est une période qui a été définie notamment par Fernand Ettori, qui a été un des contributeurs, justement, un des écrivains importants de cette période-là, dans une étude et qui permet de caractériser en fait quelle période, caractériser la période qui va du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc de 1945 et du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au début du Riacuisme, que l'on connaît beaucoup mieux. J'imagine que le Riacuisme, c'est une notion qui est beaucoup plus familière à tous. Donc dans les années 70, un mouvement du Riacuisme qui est à la fois culturel mais aussi politique qui est culturel, qui s'inscrit dans plusieurs domaines, alors que le Mantenimento est moins connu. C'est une période qui est moins connue. Peut-être que certains ne connaissaient même pas le nom ou les jalons temporels de cette période. Et l'objectif ici, ce sera d'éclaircir justement ces points-là. Pourquoi donc le terme de Mantenimento? En fait, les écrivains de cette période se revendiquaient comme des mainteneurs. Ils s'appelaient eux-mêmes des mainteneurs. Donc c'est un terme qui n'est pas anachronique. La définition de cette période en tant que Mantenimento a été établie plus tard, postérieurement à la période, mais elle fait référence à des termes que qu'utilisaient déjà les écrivains à ce moment-là. Le terme de mainteneur, il s'inspire des membres mainteneurs du Félibrige, donc qui est l'association pionnière de défense des langues régionales, qui est donc une association provençale pour la défense de la langue provençale et qui est la pionnière dans ce domaine-là, puisqu'elle a été créée aux alentours des années 1850, avec une réputation importante, puisque c'est une association qui a été créée par Frédéric Mistral, qui a été le premier prix Nobel de littérature pour un roman justement qui a été écrit dans cette langue-là, donc qui nourrit un certain prestige et qui est une inspiration pour les autres associations de défense des langues régionales dans les autres régions, et notamment en Corse. Donc, j'ai décidé ici de définir le Mantenimento à travers 7 points, et le premier point, c'est la continuité. L'inscription dans une continuité, puisque même si il est antérieur au Riacuiste que l'on connaît mieux, il n'est pas pour autant pionnier dans le domaine.
On l'a dit, il y a une inspiration qui est puisée dans le Félibrige, donc dans le monde occitan, dans le monde provençal. Mais en ce qui concerne également la défense de la langue corse, il y a eu également, c'est un mouvement qui existe déjà depuis la fin du 19e siècle, duquel hérite le Mantenimento. Il n'est pas pionnier dans ce domaine-là. On connaît, par exemple, les premiers périodiques qui se revendiquent comme étant de langue corse, et on pensera à la Tramuntane de Santo Casanova, qui est paru à partir de 1896. On pensera ensuite aussi à la période importante qui est celle de l'entre-deux-guerres, donc avec une floraison littéraire importante de langue corse, où l'on retrouve par exemple le premier roman en langue corse, donc Coupé Changuille de Sebastiano Dalzet, mais aussi deux revues très importantes qui sont celles de la Nogours, dont le directeur est Paul Arrigue, et celle d'Amouvre, dont le directeur est Pedro Roca. Deux revues très importantes qui vont animer la sphère culturelle d'expression corse de l'entre-deux-guerres, mais qui sont aussi marquées par une rivalité importante entre ces deux revues, puisqu'elles ont des objectifs bien différents. D'un côté, Amouvre est doublé également d'un objectif politique, avec ou Partido Corso autonomiste, donc avec une volonté également un discours politique avec une volonté d'une autonomie pour la Corse, là où du côté de la Nogours, on défend des intérêts culturels pour la langue corse, mais avec une vision presque passéiste de la question et pas de remise en question politique au niveau de la Corse. Donc il y a une opposition entre ces deux mouvements. Et ça, donc dans ce premier point de la continuité, c'est d'une grande importance, puisque les deux vont se retrouver interrompus. Les deux revues, la Nogours et Amouvre, vont s'arrêter peu avant la Seconde Guerre mondiale, qui va stopper de manière nette cette floraison littéraire dont on parle pour la langue corse au cours des années 20 et des années 30. Et qui va laisser place, et là c'est un terme que l'on utilise souvent pour qualifier cette période qui va de l'entre-deux-guerres jusqu'au Réacquiste, on parle d'un désert culturel. Souvent, on entend souvent ce terme ou diserto. Un désert culturel pour la langue corse. Alors, c'est un terme qui s'explique parce que, en effet, au lendemain direct de la Seconde Guerre mondiale, il y a une grande difficulté à relancer une revendication en faveur de la défense de la langue corse. Il y a un amalgame dont pâtit cette défense de la langue corse, c'est un amalgame pesant avec la fin qu'a connue une des deux revues, un des deux périodiques de défense de la langue corse durant l'entre-deux-guerres, c'est Amouvre, avec plusieurs contributeurs d'Amouvre qui ont été condamnés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour diverses raisons, pour collaboration, notamment. Pedro Roca a été condamné en 1946, et il y a ce tribut-là dont pâtit la défense de la langue corse. Il y a aussi un amalgame qui est fait avec l'irrédentisme, puisque une minorité, certes, mais certains poètes qui ont contribué à ce mouvement ont adhéré aux thèses irrédentistes et fascistes, dont trois qui ont été étudiées par l'écrivain Paul Desanti, Pedro Gioacchini, Marco Angeli et Anton Francesco Filippini, qui sont partis en Italie, qui ont eu tous trois des rôles importants dans le régime fasciste et dans son rapport avec la Corse. Donc, pour caractériser rapidement l'irrédentisme, il s'agit de la volonté de l'Italie de récupérer les terres qui lui reviendraient de droit, qui est une thèse qui est défendue justement par le régime fasciste, et parmi ces terres irrédentes qui reviendraient de droit à l'Italie, il y a la Corse. Ce pourquoi, durant la Seconde Guerre mondiale, l'occupation en Corse, contrairement au reste du territoire français, à l'exception aussi du comté de Nice et de la Savoie, historique, qui ont été occupés par l'Italie. Puisque l'Italie, avec ses thèses irrédentistes, réclamait son droit sur ces terres-là. Donc il y a ce souvenir-là. Il y a ce souvenir-là de ceux qui ont collaboré. Il y a ce souvenir de l'irrédentisme de certains poètes
de certains poètes qui ont contribué à Amouvre, mais aussi le souvenir proche de l'occupation italienne qui traumatise encore la société corse au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il est donc difficile de relancer une revendication pour la langue corse. Il y a quelques textes, malgré tout, qu'on le retrouve écrits en langue corse, par exemple dans la Corse économique, littéraire et sociale, où l'on retrouve quelques textes en langue corse, de Maistral et notamment, mais aucune revendication claire formulée pour la défense de la langue corse. On retrouve simplement quelques traces de l'expression corse. Et là, c'est là qu'on en vient à notre deuxième point, c'est celui de la réconciliation. Celui de la réconciliation qui doit être attribué, à mon sens, principalement à l'action d'un homme qui est inconnu aujourd'hui. Je pense que la majorité d'entre vous ne le connaissent pas, sauf ceux de l'association avec qui j'ai déjà bassiné, le nom de cette personne. C'est un fonctionnaire d'État corse, donc qui a œuvré notamment dans les colonies françaises, hein, qui a été d'abord employé à Alger et qui a ensuite été à Saïgon, où il a créé une première revue pour la défense de la langue corse, là-bas à Saïgon, pour que ses compatriotes corses, justement, n'oublient pas cette langue à des milliers de kilomètres de l'île. Cette personne-là, c'est Pedro Chavach, que l'on connaît peu aujourd'hui, même de nom, il est très peu connu. Pedro Chavach, c'est un personnage très important puisque ça va être véritablement la cheville ouvrière, le personnage central du Mantenimento. Ce n'est pas un écrivain de formation, c'est plutôt un journaliste. C'est lui qui, en 1955, va créer la revue phare de cette période qui est Umuntese. Umuntese, qui Sofia Inoni Baez, Umuntese, qui a pour objectif, à ce moment-là, de réconcilier les Corses avec leur langue, de réconcilier aussi les écrivains qui autrefois étaient rivaux durant l'entre-deux-guerres, donc ceux de Amouvre d'un côté, de la Nogours de l'autre, dans une même revue, et avec un objectif commun, qui est celui de défendre les intérêts de la langue corse, avec justement une caractéristique importante pour cette revue qui est l'apolitisme. Une seule chose y est défendue, la langue corse, et pas d'autre message politique n'y est porté derrière. Et c'est là justement ce qui fait la force d'Umuntese dans les premiers temps, c'est ce qui va permettre de réconcilier les différents écrivains, avec une figure nouvelle, celle de Pedro Chavach, qui va un à un contacter les différents écrivains, et on le retrouve dans des correspondances que j'ai eu l'occasion de pouvoir étudier au cours de mes recherches, va chercher un à un les écrivains pour leur demander de collaborer à la revue. Parmi ces écrivains, on retrouve, on l'a dit, des anciens de la Nogours, comme Carlo Giovoni, comme Paolo Arrighi, comme Simon Udaoulé, Rocco Multedo. On retrouve des anciens d'Amouvre, Gianetto Nodini, Simon-Jean Vinciguer, qui a donné son nom à un lycée à Bastia, qui écrit sous le pseudonyme de Giovanni Diagrotte, Pedro Roca, mais aussi des nouveaux visages, comme Ignazio Colombani, que j'étudie dans mes travaux de recherche, Giuseppe Maria Bonavide également, auteur d'Uban et Asimo, notamment son œuvre la plus connue, et d'autres écrivains importants, corses importants, comme Pierre Bonardi, qui collabore également à la revue. Donc, ce qui marque vraiment Umuntese, c'est cette réconciliation, d'un côté, cette recherche de réconciliation des Corses avec leur langue, cette réconciliation des écrivains entre eux. Le troisième point dans lequel je vais venir, c'est le contenu d'Umuntese. Donc, c'est une revue qui paraît de 1955 à 1972, ce qui explique pourquoi j'ai choisi ces dates pour caractériser le Mantenimento, vraiment la période où le Mantenimento est le plus fort, je dirais, puisque c'est la revue la plus importante de cette période. Pour caractériser Umuntese, on peut parler, et il y a notamment Angelo Pomonti, qui est professeur agrégé de langue corse et qui a réalisé une thèse sur la littérature d'expression corse, qui parle également d'Umuntese et qui parle d'un contenu qui est varié, mais qui est quelque peu inégal. Pourquoi Umuntese, en fait, c'est l'œuvre d'un seul homme, on peut le dire, c'est l'œuvre d'un seul homme, c'est l'œuvre de Pedro Chavach, qui va réunir les écrivains, qui va réunir l'ensemble des écrits,
et qui effectue à lui seul le travail de rédaction de cette revue. L'objectif, il n'est pas d'avoir une ligne éditoriale précise, l'objectif c'est d'avoir du contenu en langue corse, d'abonder finalement la population corse, de pouvoir qu'elle puisse retrouver un contenu écrit d'expression corse, de pouvoir relancer la machine, de pouvoir maintenir la langue corse. Donc c'est pourquoi il n'y a pas de ligne éditoriale précise et qu'on a un contenu qui est assez varié, qui va de poésie, de pièces de théâtre, comme notamment celle de Gianetto Nodini, pour le citer à nouveau, ou de Simon-Jean Mincheguer, qui peut être aussi des essais en langue corse, qui peut être également des récits autobiographiques comme celui d'Ignacio Colombagne et de Sérigourde, qui est publié dans la revue, mais aussi la republication d'articles historiques qui avaient été publiés autrefois dans la Nogours, ou dans la Mouvre ou dans d'autres revues. Également la publication d'études sur la langue corse, comme notamment celles qui avaient été publiées durant cette période de l'entre-deux-guerres, hein, celle de Bottiglione, la grammaire d'Antoine Bonifacio dans la Nogours. Donc, un contenu qui est assez varié, qui varie d'un numéro à l'autre, où on n'a pas forcément d'équilibre dans cette revue. Le quatrième point, et c'est ce qui est le plus important avec cette période du Mantenimento, c'est les revendications qui sont portées au cours de cette période. Et notamment, quand je parle de revendications, c'est celles qui sont portées dans un premier temps dans le Montese, mais aussi, et très vite en fait par la suite, par une association qui est créée en parallèle du Montese et qui va servir justement de vitrine pour mettre en avant ces revendications. Cette association, c'est Lingua Gurs, qui est créée en 1957. Donc, c'est la première association au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui est créée en Corse pour la défense de la langue corse. Il y avait déjà eu l'association Parlez-moi Gurs, qui avait été créée par Pedro Roca en 1953, me semble-t-il, mais à Paris. C'est la première association qui est créée en Corse dans ce but-là. L'association Lingua Gurs avait poursuivi plusieurs buts. Le but général, c'est de partir d'un constat, et c'est un constat qui est évoqué aussi dans Montese, qu'il y a une déperdition de la société corse à ce moment-là, qui est dans un contexte social et économique très difficile le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et Lingua Gurs, ça veut s'atteler à défendre un objectif qui lui paraît important en vue de reconstruire cette société-là, c'est l'aspect culturel. L'aspect culturel qui, pour eux, donc comme dans Montese, réside autour du fait de rendre aux Corses leur identité et leur langue. Pour cela, les revendications qui sont défendues par Montese et par Lingua Gurs par la suite, il y en a trois principalement. C'est, en premier lieu, d'offrir à la langue corse, alors en fait il y en a quatre en tout, plutôt, il y en a quatre en tout. Dans un premier lieu, c'est d'offrir à la langue corse une structure écrite dont elle n'a jamais disposé. C'est-à-dire, donc c'est l'aspect académique justement de cette association, de lui offrir des ouvrages de référence dont elle ne dispose pas jusqu'ici. Par ouvrage de référence, on entend une grammaire, un lexique et un dictionnaire, qui sont les objectifs principaux sur le volet académique de l'association. Ensuite, le deuxième objectif, c'est d'offrir une reconnaissance officielle à la langue corse. Que la langue corse puisse avoir un statut, qu'elle puisse être reconnue officiellement afin de pouvoir aider à sa sauvegarde. Le troisième point qui est lié en fait avec le second, c'est pour ça que j'avais parlé de 3 points à la base. Le troisième point, c'est comment offrir en fait à la langue corse cette reconnaissance officielle, c'est de pouvoir lui offrir un enseignement dans le système scolaire public. Que la langue corse puisse s'être intégrée comme 4 autres langues à ce moment-là qui faisaient partie d'une loi qui s'appelle la loi d'Exon, qui garantissait l'enseignement facultatif des langues régionales dans les écoles, des aires linguistiques concernées. L'objectif, c'était d'intégrer le corse à cette loi. Le corse qui, à ce moment-là, ne faisait pas partie des langues concernées par la loi d'Exon. Le quatrième point, aussi, qui fait partie des revendications, c'est la réouverture d'une université en Corse. On sait qu'il y a une université qui a été ouverte en Corse entre 1765 et 1768 sous le généralat de Paul. Et depuis, la Corse n'avait plus d'université
Et les étudiants corses à ce moment-là étudiaient principalement, je te remercie, étudiaient principalement à Aix ou à Nice ou à Paris dans les universités françaises. Donc ce sont les 4 revendications qui sont soutenues par Lingua Gurs. Par la suite, le 5e point, et ce sont justement ces revendications qui vont mener en partie à ce 5e point, pardonnez-moi, c'est une scission qui va intervenir dans le mouvement. C'est pour ça que je disais, il va y avoir une réussite en un temps de réconcilier les plaies, de réconcilier les écrivains de l'entre-deux-guerres, mais il va y avoir différentes raisons qui vont faire qu'il va y avoir une scission dans le mouvement. Donc, Lingua Gurs a été créée en 1957, et la scission intervient très rapidement puisqu'elle intervient dès 1959. Quelles sont, pardonnez-moi, les raisons de cette scission? Il y a les points qu'on a évoqués précédemment, c'est-à-dire qu'une partie des collaborateurs d'Umuntese et des membres de l'association Lingua Gurs ne se reconnaît pas dans certains objectifs de Lingua Gurs, à savoir une ambition qu'ils jugent trop importante à vouloir structurer la langue corse. Donc, ils ne pensent pas qu'il est nécessaire, en premier lieu, de proposer un dictionnaire, une structure, un dictionnaire, une grammaire, un lexique pour la langue corse, parce qu'ils jugent que les contributeurs de Lingua Gurs ne sont pas légitimes pour créer ce type d'ouvrage de référence. Ils jugent que ce sont plutôt à des professeurs qu'il faudrait une réflexion plus profonde, qu'il faudrait des professeurs qui soient qualifiés pour pouvoir s'atteler à une telle tâche, et surtout, pour eux, ils jugent que eh bien, la langue corse devrait aussi, dans un premier temps, avoir un ouvrage de référence qui soit assez un ouvrage. Quand je dis un ouvrage de référence, puisse avoir un ouvrage littéraire assez important pour pouvoir se réclamer comme être comme une langue, véritablement comme une langue, et non une langue plutôt, dirais-je, du niveau du français ou de l'italien, avec un livre comme celui de Mistral, pour le provençal, qui, par le prix qu'il a reçu, par le prix Nobel qu'il a reçu, par ce prix Nobel qu'il a reçu, lui donne un certain prestige et peut donner des lettres de noblesse à cette langue-là, ce qui n'est pas le cas de la langue corse. Cette scission, elle intervient pour cette raison-là, mais elle intervient aussi pour des querelles d'intérêt personnel. On est obligé de mentionner, sans rentrer dans les détails de ces querelles, qui concernent certains écrivains. Et de toute manière, il ne s'agit pas ici de trahir des secrets qui existent dans les correspondances, puisque la scission entraîne la création par notamment Carlo Giovoni, oui, Gianetto Nodini également, Pepu Vlori, ou encore Matteo Cecaldi, ou encore Matteo Luciani, de l'association Musa Gurs, qui vient du coup en concurrence à Lingua Gurs. L'association Musa Gurs et son organe de presse, la revue Monteginto, qui, eux, donc, portent, on l'a dit, un regard plus raisonnable, dirons-nous, avec moins d'ambition, avec simplement la volonté de défendre la langue corse, de proposer un contenu d'expression corse, sans pour autant avoir des revendications plus profondes derrière. Et par ailleurs, là où je dis que je ne trahis pas justement les secrets de ces querelles personnelles entre les écrivains, c'est que dès le premier numéro de Monteginto, dès l'éditorial de ce premier numéro, ceux qui ont fait scission de Lingua Gurs, ça explique dès le premier numéro pourquoi ils sont partis. Ils expliquent donc qu'ils sont en désaccord avec cette volonté de créer un dictionnaire et ces revendications trop ambitieuses, mais ils expliquent aussi qu'ils voient dans la politique de Pedro Chavach une politique trop, pour employer le mot exact, trop autoritaire. C'est-à-dire qu'ils considèrent que Pedro Chavach, il veut trop coordonner tout le mouvement et ne veut pas laisser assez de liberté aux autres écrivains. L'autre point que l'on note également, et que l'on notait également d'autres chercheurs qui ont étudié la période auparavant,
c'est qu'en fait, on a aussi deux pôles importants culturels qui sont représentés par ces deux sociétés. C'est très simple. Lingua Gursa est basée à Bastia, là où Musa Gursa et Monteginto sont basés à Ajaccio. Donc on a ces deux pôles qui historiquement aussi se sont affrontés dans la sphère culturelle corse, qui s'affrontent à nouveau avec, comme on le retrouve dans le 19e siècle et historiquement, à partir de là, euh, au niveau culturel en Corse, un pôle ajaccien qui est plus sympathisant culturellement vers la culture française, qui est plus ouverte également à l'apport de gallicisme dans la langue corse, là où Lingua Gursa Lingua Gursa et Umuntese restent dans une tradition plutôt philo-italienne, avec un rattachement pour des termes qui n'existeraient pas, par exemple en langue corse, se rattacher à l'étymologie italienne. Donc, c'est aussi ces deux pôles culturels qui s'affrontent ici. Euh, Malgré tout, malgré cette scission entre les deux pôles, on a un bilan qui est important. Pour cette période, pour cette période du Manteniment, pardonnez-moi, c'est le sixième point donc, de cette intervention. Le sixième point, c'est quels sont les apports du Manteniment, quels sont les apports, quel est le bilan que l'on peut constituer de cette période-là. Et donc, évidemment, je vais principalement m'appuyer sur ce qui a été fait du côté de Lingua Gursa et de Montese, puisque ce sont eux qui ont porté le plus des revendications et qui ont obtenu le plus de choses durant cette période. Eh bien, en fait, on s'aperçoit que durant cette période, déjà, et c'est quelque chose qui est très important pour la suite, ça a servi de base. Ça a servi de base pour la génération du Riacuiste qui est venue ensuite, puisque il y a eu, comme son nom l'indique, le maintien d'une activité culturelle pour la langue corse, avec des événements qui ont été organisés. Dans un premier temps, des journées dialectales à Bar, des merendele, sur la forme des merendele d'Amouvre, des merendele qui ont été organisés à la fin des années 50 à Evisa et à Corte, qui ont permis aux écrivains de se réunir. Aux écrivains de se réunir et également de statuer aussi sur l'avenir de la langue corse. Il y a également des journées d'études, plus tard, à la fin des années 60 et des années 70, qui ont eu lieu pour justement porter des projets en faveur de la langue corse, qui ont été une base importante, puisque c'est des journées qui ont perduré ensuite, qui se déroulaient au mois d'août, et qui ont perduré ensuite sur la période du Riacuiste, ou les Giornate di Gorti, qui ont perduré par la suite dans les années 70, elles ont été initiées par Umuntese, auparavant. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, au-delà des revendications, il y a eu des actes qui ont été faits par Lingua Gursa, notamment. Pour l'université, il y a eu des motions qui ont été déposées justement au cours de ces journées de Barachi pour la réouverture de l'université, qui n'ont pas abouti à ce moment-là, mais qui manifestent tout de même l'existence de cette revendication et qui ont permis de la faire connaître, de la faire s'élargir, avec notamment aussi des groupements d'étudiants corses qui se sont formés, par exemple à Béziers, avec une section de Lingua Gursa qui s'est formée avec des étudiants corses sur le continent, qui portent aussi cette revendication pour l'avenir et pour ceux qui leur succéderont, les étudiants, de pouvoir, eux, avoir l'opportunité d'étudier dans leur île. Mais là où il y a l'action la plus importante, c'est aussi pour la reconnaissance et l'enseignement de la langue corse. On sait que la langue corse a été rattachée par décret en 1974 à la loi d'Exxon, mais il y a eu plusieurs amendements qui ont été effectués déjà dès les années 60 pour proposer d'ajouter déjà à ce moment-là la langue corse à la loi d'Exxon. Alors, ces amendements, on les connaît. Souvent, lorsque l'on retrouve des articles qui parlent justement de l'ajout de la langue corse à la loi d'Exxon, on les retrouve. L'amendement du député de Soukaré en 1965 ou celui du député de la première circonscription, je crois, de Marseille, Bastien Lech, en 1968. Les deux premiers amendements qui ont proposé de rattacher la langue corse à cette loi d'Exxon. Ce que l'on ne sait pas forcément, c'est que derrière ces propositions d'amendement, il y a des sollicitations régulières des membres de Lingua Gursa et notamment de ses cadres les plus importants, à savoir Ignacio Colombani qui en est le président et
Pedro Chavat, qui en est le fondateur, mais aussi le secrétaire général, qui correspondent très régulièrement avec des députés corses, mais aussi des députés corses en poste sur le continent, mais aussi qui font marcher leurs relations pour, euh, pour échanger avec des députés également des autres aires linguistiques qui sont déjà concernées par la loi d'Exxon, avec des députés aussi où il y a des contributeurs de lingua corse qui sont en présence. Je pense par exemple aux députés du Loiret avec qui ils sont en lien par un des contributeurs de lingua corse, à Giuseppe ou Philippe. Il y a une action incessante au niveau parlementaire pour convaincre les députés corses et français de l'importance de rattacher la langue corse à cette loi d'Exxon pour garantir cet enseignement de la langue. Il y a aussi des motions auparavant qui ont été proposées, et je reviens aux journées de Barachi, où il y avait dans un premier temps des motions même très ambitieuses qui avaient été portées, qui allaient même au-delà de la loi d'Exxon, qui proposaient l'enseignement obligatoire de la langue corse dès 1960, il me semble dans l'enseignement primaire, un enseignement obligatoire de la langue corse sur le territoire insulaire, mais aussi dans des zones où il y avait une proportion importante aussi d'élèves corses, de proposer cet enseignement de manière facultative si les professeurs, bien sûr, pouvaient l'assurer, mais des objectifs qui allaient même plus loin lors des premières motions qui ont été votées par Lingua Corse, même la volonté d'avoir un enseignement obligatoire de la langue corse. Et ce, dès le début des années 60, ce qui est quelque chose d'inédit. Et également, en plus donc d'avoir conduit à cet enseignement de la langue corse par ces sollicitations incessantes, mais aussi en ayant accompagné, j'ai oublié de le préciser, en ayant accompagné et en ayant été aussi dans les petits papiers, je dirais, de la création d'une société qui va être importante justement pour l'achèvement et l'obtention de l'enseignement de la langue corse, la société Scola Corse, que l'on connaît, hein, l'association Scola Corse qui apparaît au début des années 70 et qui est à sa création intimement liée à Lingua Corse, qui est en collaboration plus qu'étroite, en collaboration totale avec Umuntes dans ses débuts. Et on y reviendra ensuite, c'est aussi ce qui va causer la fin, ce qui va causer aussi la fin d'Umuntes et par la suite. Le dernier point pour l'action de Lingua Corse et le bilan justement que l'on peut en tirer, c'est une première reconnaissance officielle pour la langue corse. Puisque en 1963, par sa propre initiative, Lingua Corse va souhaiter intégrer le Conseil national de défense des langues et cultures régionales, qui réunit à ce moment-là des organismes qui défendent les langues qui sont déjà concernées par la loi d'Exxon. Donc, à savoir l'occitan, le provençal, le breton et le basque. Donc, qui sont les quatre langues qui sont concernées par la loi d'Exxon à ce moment-là. L'intégration de Lingua Corse à ce moment-là, qui fait dans un premier temps l'objet de réticences de la part de certains membres, et on le retrouve aussi dans les correspondances entre le secrétaire général du Conseil national et le secrétaire général de Lingua Corse, ça montre que l'intégration de Lingua Corse, elle marque quelque chose d'important. Elle marque une première reconnaissance officielle de la langue corse, puisque c'est la première langue, en dehors de celles qui sont déjà concernées par la loi d'Exxon, qui est intégrée au Conseil national de défense des langues et cultures régionales. Et pourquoi cette importance? Parce que, en plus d'être un Conseil national qui réunit l'ensemble des organismes régionaux de défense de ces langues, c'est l'interlocuteur principal à ce moment-là du ministère de l'Éducation nationale en vue des questions autour des langues régionales. Donc c'est un organisme qui pèse fortement et qui a même un statut quasi officiel aux yeux de l'État. Donc on peut même considérer, en élargissant un peu, qu'il s'agit d'une première reconnaissance officielle pour la langue corse. Le dernier point, avec lequel je vais conclure, au-delà du bilan que l'on peut tirer du mantenimento, c'est quel héritage du mantenimento? Comment se termine le mantenimento? Comment on passe justement à la période suivante du reacquist? Et quel héritage on en tire? Le premier point, c'est que le mantenimento, c'est
une génération qui, dans l'ensemble, est assez vieillissante. On l'a dit, ce sont des écrivains qui, pour la majorité, ont déjà contribué aux revues de l'entre-deux-guerres, qui ont déjà contribué à la Nogours, qui ont déjà contribué à Mouvre, et qui sont déjà âgés, qui sont déjà soit des fonctionnaires expérimentés, soit en fin de carrière, soit des retraités, lorsqu'on arrive aux années 60 et au début des années 70, à la fin du Manteniment. Donc c'est une génération qui est déjà assez ancienne. Ce qui tranche avec le Riacuiste, la génération suivante, qui prend le relais, qui est une génération jeune. On retrouve toutefois, pour faire la transition entre les deux, certains contributeurs qui sont devenus importants par la suite au moment du Riacuiste, qui ont contribué au moment du Manteniment. Et on peut penser à Rinaldo Gotti, qui est un des écrivains les plus importants de la période suivante du Riacuiste, qui a contribué à Montez à la fin des années 60. On a également des échanges à cette période entre Giacomo Fusine, aussi qui est un des écrivains les plus importants, qui échange avec Ignazio Colombani, le président de Lingua Gurs. On note également la participation dans Montez de Jean Baggioni, qui deviendra une personnalité politique importante, insulaire des années 90 et 2000, et qui contribue également, qui est une personnalité très importante de Montez, et puisque il est le président de la section des jeunes, on va dire, de l'association Lingua Gurs, et qui est un contributeur régulier également de l'association et de la revue, présent à toutes les manifestations de l'association, et qui a un rôle très important à l'intérieur. Un dernier écrivain que l'on peut mentionner, et qui pourrait paraître, pour ceux qui le connaissent, assez étonnant, de le retrouver ici, c'est l'écrivain Angelo Rinaldi. Angelo Rinaldi, qui par la suite s'est détaché totalement de la Corse, et qui, si vous avez l'occasion de le lire, lorsqu'il est intronisé à l'Académie française, offre un discours qui est plutôt réticent à la culture et à l'identité corse. Donc ça pourrait paraître étonnant de le retrouver là, mais ses premières plumes, ses premières contributions journalistiques, il les offre à Montez et au milieu des années 1950. La fin du Manteniment se caractérise par un certain dégoût, un certain rejet, une certaine lassitude aussi, tout simplement liée à l'âge de ses personnalités principales, et une distance tout de même avec le Riacuiste. Donc, Montez et Lingua Gurs cessent leur activité en 1972, et on retrouve dans les échanges des correspondances entre Ignazio Colombani ou Pedro Chavacci avec d'autres organismes du Riacuiste, comme Arici, comme le journal Arici par exemple, ou avec le département aussi, au début des années 80, d'études corse, qui est créé à l'Université de Corse, une réticence à vouloir collaborer avec ce qui a été fait par la suite. Il y a un décalage générationnel, dans un premier temps, avec le fait que le Manteniment est un mouvement purement culturel, là où le Riacuiste, qui a pris le pas, offre aussi une remise en cause politique. Il y a aussi l'aspect social et politique qui est porté par le Riacuiste, ce qui n'est pas forcément le cas du Manteniment. Le statut social des contributeurs du Manteniment, puisque pour la plupart ce sont des fonctionnaires en retraite, ce sont des gens qui sont issus d'une génération plus ancienne, qui est profondément attachée à la France. Il n'y a pas de remise en cause du discours régionaliste ou nationaliste qui soit porté par le Manteniment, et on retrouve pour la plupart aussi des anciens fonctionnaires coloniaux, des anciens fonctionnaires, des magistrats, des professeurs, donc des cadres véritablement du fonctionnariat. Et au niveau du statut social, il y a une différence de statut entre cette génération-là et celle d'après. Et enfin, il y a cette impression d'avoir été mise à l'écart au début des années 1970 par Pedro Chavacci, qui, lors des Giornate di Gorti en 1972,
manifeste son impression d'avoir été mis à l'écart par d'autres membres, par ceux de Scolagours, ou aussi par des professeurs qui ont été intégrés aussi à cette journée d'Eddie Gorge, l'impression d'avoir été mis à l'écart par le fait justement qu'ils soient l'ancienne génération, d'avoir été mis au banc, et ils regrettent que leur travail, les acquis qu'ils ont obtenus, leur travail qui a été fait pour le dictionnaire, qui est le dictionnaire qui paraîtra dans sa version finale dans les années 1980, le premier dictionnaire de langue corse véritablement polyphonique, puisque établi par plusieurs contributeurs. Il y a eu plusieurs essais de dictionnaires ou d'études de langue corse qui ont été faits auparavant, mais qui étaient l'œuvre souvent d'un seul homme, qui était assisté, mais qui était une initiative personnelle. Là, c'était la première initiative collective de, euh, de caractériser la langue corse au sein d'un dictionnaire. Donc, une œuvre assez importante. Et Pedro Chabat, il reproche que on ne les respecte pas assez pour ce qu'ils ont entrepris durant cette période-là. Donc, l'objectif, justement, pour pouvoir raviver les espoirs de Pedro Chabat et de voir que cette période n'a pas été oubliée, l'objectif de cette conférence, c'était de remettre en lumière cette période, de montrer à quel point elle a été importante dans l'histoire culturelle de la Corse, à quel point elle a permis de faire le lien et de construire une continuité, bien que ces liens soient parfois contrastés entre les premières revues d'expression corse, la revendication, les premières marques de revendication en faveur de l'expression corse, et ce qui a été fait par la suite dans le Riacuiste, de montrer qu'il n'y a pas eu qu'une simple cassure, mais qu'il y a eu une continuité entre les deux, avec un mouvement qui a permis justement d'avoir les fruits qui ont été récoltés par la suite, et qui sont malheureusement pas forcément assez attribués, le mérite n'est pas forcément assez attribué à cette période, pour ce qui est de l'obtention de l'enseignement du Corse, ou de la réouverture de l'université de Corse, ou aussi de ces ouvrages de référence qui ont été produits à ce moment-là, qui ont été construits à ce moment-là. Et moi, mon objectif, c'est de remettre de manière assez synthétique, même si ma conférence, je pense, a été assez longue, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais il y en aurait tant d'autres, de remettre en lumière cette période-là et ce qui a été produit. Je vous remercie de votre attention, et s'il y a des questions, je vous en prie, ou sinon, même aussi autour d'un verre par la suite. Voilà. Je vous remercie. Tempeste d'Oriente,